En fait, elle a passé sa scolarité dans les internats français, lycée de Marrakech, un bac littéraire, diplômée en sociologie, de l'éducation et d'ethnologie à l'université de Bordeaux et membre du conseil d'administration de l'IRCAM de 2001 à 2005. Donc elle va nous parler de la femme amazigh au sein du mouvement amazigh, aussi bien dans la société, dans les associations que dans la politique. Mariam Demnati. عطاسة ديال دون أسا بوغراوات سنمير بهرا تبسموت فولا. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai pas hésité un moment quand les filles m'ont appelé pour me dire que bon, on va fêter ensemble, entre guillemets, fêter le 8 mars. Alors comme je le dis d'habitude, moi le 8 mars c'est un petit temps, j'ai horreur, j'ai horreur de ça, on vous a distribué des fleurs au boulot, j'ai trouvé ça minable, quoi. Des fleurs, un petit point à la ligne, ça s'arrête là. Bon. Pour nous c'est plutôt un moment douloureux où on s'aperçoit en fait qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir et que le chemin il est très long. Vous avez vu un peu le reportage qu'il y a. Les femmes galèrent, les femmes brûlées, les femmes battues, les femmes, les filles mères, énormément de problèmes qui existent encore. Donc cette journée, pour moi, c'est pas une fête, quoi. C'est plutôt une journée on doit à chaque fois refaire le bilan et à chaque fois voir que le chemin est encore très long et épineux. Donc, c'est pas moi qui fais ça. Non, désolé. Au Maroc, moi je voudrais, parce que le thème, c'est plutôt la femme amazigh. Dans le mouvement amazigh, c'était un petit peu ce que je voulais. Mais je ne peux pas faire ça sans introduire sans parler de l'état des lieux de la femme marocaine en général, pour ensuite passer à la spécificité de la femme amazigh. Donc je voudrais surtout parler de ce code de la famille, qui est un code qui a été rédigé par des hommes depuis toujours. Hein. Donc c'est un code qu'on a repris, que soi-disant a été réformé, etc. Quand on voit aujourd'hui, en fait, c'est un code de la famille qu'on appelle au Maroc la Moudouana, qui en fait consacre une égalité de l'homme et de la femme. C'est plutôt ça que ça fait. Et nous, en tant que mouvement amazigh laïque, c'est un code que nous rejetons. Nous sommes pour le droit des femmes à égalité avec les hommes. Pour nous, il ne faut pas une loi pour les hommes, une loi pour les femmes, alors que ce code de la famille, c'est plutôt ça qu'il consacre. Quand on fait l'état des lieux aujourd'hui, on s'aperçoit que la majorité des femmes vivent des situations encore très précaires, comme on vient de le voir aussi dans ce documentaire. Elles sont soumises à des discriminations à plusieurs échelles. Je prends par exemple la violence. La violence contre les femmes prend de l'ampleur de plus en plus au Maroc, mais aussi dans toutes les sociétés. Les sociétés deviennent de plus en plus violentes, et cette violence, c'est surtout la femme qui les subit, et les enfants aussi. Le phénomène de la violence à l'encontre des femmes, on le retrouve aussi bien dans les relations conjugales qu'à l'extérieur aussi, dans le travail, au niveau du harcèlement par le patron, au niveau des relations qu'elle peut avoir avec les hommes avec qui elle travaille. Nous avons vu aussi la situation des petites filles. Hein. Comme nous avons vu ici, les petites filles domestiques au Maroc, c'est encore un problème qui n'a pas été réglé. À un moment donné, ça a été soulevé, puis après, on a mis ça aux oubliettes. Des petites filles qu'on va chercher dans la campagne, dans les montagnes, et qu'on fait travailler chez soi, et qu'on fait dormir à même la terre, et ces petites filles qui sont coupées de leur famille, et qu'on traite comme des simples animaux. En ce qui concerne la femme aussi, nous avons la pauvreté, comme on l'a vu ici. Et la pauvreté se féminise de plus en plus. Le chômage aussi se répand beaucoup plus vite chez les femmes. Le taux aussi des femmes qui meurent en couche est encore très élevé au Maroc, ainsi que l'analphabétisme. Nous avons 52% de femmes analphabètes en milieu urbain et 91% en milieu rural.
Nous avons encore 30 000 mineurs qui ont été mariés en 2008, de force. Nous sommes loin de l'égalité des droits élémentaires. On voit effectivement, bien que les femmes aient investi la sphère publique jusque-là qui était réservée aux hommes, tels que entreprises, parlement, médias, milieux associatifs, etc., leur présence, elle n'est toujours pas, maintenant je parle des femmes qui sont quand même arrivées à s'imposer dans certaines sphères qui étaient complètement masculines, leur présence n'est cependant pas encore perçue comme une présence comme étant légitime. Elles sont sujettes aux insultes, à connotation sexuelle, à des jugements moraux, à des agressions quotidiennes. Et en général, les femmes qui s'exposent, qui essayent de s'affirmer, elles courent encore ce risque. Et contrairement à ce qu'on peut croire, l'urbanisation n'a pas toujours contribué à une amélioration de la situation de la femme. Quelquefois, au contraire, on assiste à une régression qui est due à plusieurs facteurs qui sont perte de valeur, éclatement de famille, intégrisme religieux, etc. Quand vous avez par exemple toute une famille qui se déplace d'un village de montagne qui va s'installer en plein jungle de Casablanca, c'est pas vrai. Quelquefois, la femme est beaucoup moins respectée en ville par rapport à son village et elle se retrouve, d'abord il y a l'éclatement total de la famille, plus les valeurs de son village qu'elle ne retrouve pas dans la jungle de Casablanca encore une fois, et puis automatiquement cette fragilisation qui fait qu'elles sont très souvent la proie des intégristes islamiques. Cette loi de Moudouana, il y a eu beaucoup plus de tapage autour de cette loi, plus qu'autre chose. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Réformer, nous dit-on, de ce texte machiste. Réformer. La non-abolition de la polygamie n'a pas été abolie. Le mariage des mineurs, ça continue. La discrimination dans l'héritage. Le droit de la mère à la tutelle légale de ses enfants. Rien n'a changé, en fait. C'est simplement de la poudre aux yeux. Ajoutez à cela une très forte résistance de la part de ceux qui sont censés appliquer cette Moudouana, ce code de la famille réformée. Les juges, les policiers, les enseignants. Ils font barrage même à ces petites réformes. Des jeunes filles sont encore mariées en deçà de l'âge de 18 ans, parfois même à leur insu. La polygamie persiste. Alors la meilleure, et ce qu'ont fait jouer les juges dernièrement, pour aller au secours de leurs gens, des autres hommes, ils ont conseillé aux hommes, quand ils voulaient épouser une deuxième femme, parce que ce qui est au Maroc, c'est qu'il faut l'accord de la première femme, ça veut dire qu'il n'y a pas l'annulation de la polygamie, il faut l'accord de la première femme pour qu'ils puissent épouser la seconde. Alors ils leur ont montré une astuce pour les hommes, tu engrosses la nana que tu veux épouser en seconde noces, et à ce moment-là, elle porte plainte et on est obligé de te la faire marier et ta première femme est obligée de l'accepter. Voilà le jeu, comment jouent les hommes pour essayer de contourner même les petites réformes. Et tout ça avec l'aide de responsables tels que les juges, tels que les policiers. En ce qui concerne par exemple les viols, les policiers aussi sont complètement, disons, c'est la corruption aussi qui est quelque chose qui joue beaucoup chez nous. Les filles en général ne sont pas, nous avons demandé un code, une loi contre le viol pour pouvoir protéger toutes ces filles soit ces petites filles qu'on a vues tout à l'heure qui sont violées quelquefois par le patron, par le fils du patron, etc. D'autres filles qui sont sujettes à des harcèlements. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Dans le domaine politique, nous dit-on, la femme a le droit de voter, etc. Donc quand il s'agit de voter, les femmes, on leur donne le droit parce que automatiquement, on va essayer de jouer sur le terrain, sur les sentiments, vous allez voter pour le fils de Plaine qui va faire travailler toute la tribu ou qui va essayer de faire travailler le village. C'est souvent comme ça, c'est pas sur un projet politique qu'on vote pour quelqu'un, mais c'est surtout pour la personne, qu'est-ce qu'elle va vous apporter plus tard, on achète les gens. Donc comme on sait que la femme est influente à l'intérieur de la famille, au niveau de ses enfants, au niveau du mari, etc., donc elle peut automatiquement être une bonne proie pour les politiciens. Quand on parle de politique aussi, les femmes, elles sont très modestement représentées dans les processus de décision. Au sein même d'une formation politique, les femmes sont sous-représentées, même s'il existe une adhésion croissante. Elles sont sous-représentées en ce qui concerne les responsabilités. Les femmes, dans les structures de décision aussi, il y en a au Parlement,
par rapport aux hommes aussi, c'est pas du tout... il faut absolument... L'État marocain était obligé de mettre un quota, parce que sinon il n'y aurait aucune femme. Et comme on l'a vu dernièrement, il y a eu une femme, si on peut appeler ça une femme, qui est au gouvernement marocain, le nouveau gouvernement. Bon, pour moi, c'est pas une femme, parce que c'est une femme qui a un discours d'homme, donc pour moi, c'est un homme, quoi. Il n'y a pas de femme au gouvernement marocain, parce qu'elle tient des propos d'homme, elle est pour la polygamie, elle est pour le mariage des mineurs, etc. J'ai dit, quand on m'a appelé, les journalistes m'ont appelé, ils m'ont dit qu'ils ont pensé une femme au gouvernement. J'ai dit, il n'y a pas de femme au gouvernement, excusez-moi, on n'est pas représenté là-dedans. Ça, c'est un homme. Ouais, elle a un discours d'homme, elle soutient disons le projet masculin qui est le projet islamique. C'est dans les ONG qu'on peut trouver plus de femmes qui militent. Pourquoi? Les associations de développement, les associations culturelles, les associations telles que protection des filles mères, telles que pour la violence des femmes qui font le travail à la place de l'État, en fait, l'État est démissionnaire. Parce que dans les ONG, il n'y a pas d'enjeu. Dans les partis politiques, il y a des enjeux. Donc là, automatiquement, les mecs, ils oublient tout. Hop, les femmes derrière, et on avance, et on laisse les femmes en arrière. Et quand il s'agit des ONG, c'est du boulot de terrain et tout. Là, allez, vas-y, ça va, le travail, il est fait en général par les femmes. Dans les associations, maintenant, quand il s'agit, par exemple, de partis politiques, vous avez très souvent... le problème qu'il y a, c'est la manière de fonctionner de ces partis ou de ces associations. Alors, ni les espaces, ni les horaires ne sont appropriés, ni les lieux où se cuisinent les décisions. Par exemple, on choisit de se réunir dans des cafés, dans des clubs, dans d'autres endroits où les femmes ne sont pas admises, ou alors, compte tenu du paramètre socioculturel, elles ne peuvent pas y aller. Ou alors, on choisit aussi des horaires où la femme ne peut pas y aller, etc. Donc, il y a déjà cet handicap. Ensuite, quand une femme milite dans une association, et là je vais être un petit peu franche vis-à-vis de nos frères Amazigh, quand une femme milite dans une association Amazigh, Dieu sait ce qu'on a subi. Et ça, je peux vous dire, j'en ai vu de toutes les couleurs, ça fait 30 ans que je suis dans le mouvement Amazigh. J'étais avant dans l'extrême gauche. Bon, macho, etc. À la gauche, malgré tout ça, macho, quand une femme parle, on ne la prend pas au sérieux, etc. Donc, déjà, j'ai dû batailler. Je me suis dit, dans le mouvement, je suis mes frères, pour autre chose. Mais j'étais vraiment, je ne sais pas comment dire, tellement déçue. Mais j'ai bataillé quand même. Je me suis dit, il faut que je m'impose. Et pour m'imposer, il fallait travailler d'abord doublement. Ensuite, il fallait se faire une carapace. Et j'ai milité depuis toute jeune. Et quand je dis carapace, même physique. Il fallait s'habiller en mec, il fallait parler comme un mec. Je m'habillais avec des trucs larges pour pas la féminité on la cache, tu vois. Et puis bon, ben, c'est là qu'on fonce et on essaye de travailler. Et on essaye de se faire prendre au sérieux. Donc là aussi, ça a été très très difficile dans le mouvement Amazigh. Et je vais vous distribuer un texte tout à l'heure où je parle de ça, où je parle du problème en tant que femme, ce qu'on peut subir dans des associations, je dis culturelles, de développement, quand il s'agit de travailler avec nos frères Amazigh. Malheureusement, ce travail n'est pas fait. Donc j'ai été très souvent, disons, pas harcelée, parce que je m'étais fait une carapace qui fait, en fait, je faisais plutôt peur qu'autre chose. Hein. Les mecs avaient plutôt peur de m'approcher parce que j'étais très, très féministe, et puis la moindre chose, je leur rentrais dedans. Mais quand les mecs étaient à court d'arguments, ils étaient capables de vous traiter de pute, tout simplement. Et j'ai eu affaire à ça. J'ai eu affaire à ça. Un beau jour, quelqu'un n'avait pas les mêmes idées que moi. Je lui ai dit, écoute, non, je m'excuse, mais ce que tu es en train de dire, c'est pas ça, c'est ceci, cela. Il me dit, tais-toi, sale pute. Quand il m'a dit tais-toi sale pute, c'est là, j'ai agi comme un mec. J'ai pris mon poing, je lui ai foutu en pleine gueule et je suis tombé par terre. Et je suis sortie. J'ai dit à cette association, et j'étais la seule femme dans cette association en plus. La seule femme. J'ai dit à cette association, regardez-moi bien, parce que je suis la dernière femme que vous allez voir là-dedans. Tout le monde va vous fuir. Et effectivement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune femme. Cette association dont je parle. Donc, je vous dis, il y a beaucoup de choses, beaucoup de travail à faire sur le terrain. D'abord, nous, en tant que... On a eu quand même plus de chance que nos sœurs Amazigh qu'on vient de voir là. Nous avons eu la chance d'étudier, nous avons eu la chance aussi d'avoir quelquefois des parents plus éclairés.
qui ont voulu qu'on aille plus loin, qui ont poussé pour qu'on ait une autre bac, pour qu'on puisse faire des études supérieures. Bon, ça, je rends hommage à mon père qui, malgré la famille traditionnelle, etc., qui s'était opposé à ce qu'on aille en France pour faire nos études après le bac, avait dit, ça vous regarde pas, c'est des filles. Et moi, mes filles, je veux qu'elles aillent plus loin. Et il nous avait envoyé, malgré l'inquiétude de ma maman, qui était très traditionnelle, mais qui en même temps faisait confiance en son mari, et qui s'est dit, je ne veux pas que mes filles deviennent comme moi, parce que ma mère n'avait jamais été à l'école. La spécificité, pas que je parle trop parce que je sais jamais assez parler, la spécificité de la femme amazigh. Donc, tout ce que je viens de décrire, et là j'ai encore oublié plein de choses, hein, je ne peux pas m'étendre, il y a tellement de discrimination à l'encontre de la femme, et il y a cette discrimination qui est spécifique aussi à la femme amazigh, et qui fait sa particularité, c'est la domination, la double domination qu'elle subit. Elle est agressée dans sa féminité, mais elle est aussi agressée dans son amazighité. Elle subit, disons que sa culture, sa langue, son identité sont bafouées, depuis des décennies sont bafouées, et elle est là à essayer, quand elle parle avec son enfant, moi je sais que ma grand-mère, elle a parlé avec ses premiers enfants en amazigh, et le dernier, elle s'est mise à baragouiner en arabe, parce qu'elle s'est dit, il faut qu'il aille plus loin. La dévalorisation en fait de sa culture à ses yeux, de sa langue, elle cause souvent aussi des pertes de la valeur, des valeurs autochtones. Nous avions des valeurs qui sont de solidarité, de tolérance, etc., qui existaient dans les coutumes amazigh, et qui en fait, par là aussi, par le biais de la langue arabe, il y a d'autres valeurs qui viennent s'installer, qui remplacent les nôtres. Tout à l'heure, Rachid a dit la femme qui est le pilier de la culture, qui protège la culture. Quelquefois, c'est le contraire. Ça, il faut le dire aussi. Quelquefois, c'est le contraire. Quand elle sent que son enfant est en danger, elle est prête à abandonner sa culture, à abandonner sa langue pour que son enfant puisse aller plus loin. Donc là, elle protège son enfant, elle ne protège plus sa culture et sa langue. Cette situation de double dominance, qui est masculine et culturelle, on s'est toujours posé la question comment faire pour conquérir sa liberté sans que cela rompt avec notre culture d'origine. Et là, c'est un combat, je viens de le décrire, qui est à la fois un combat contre une domination masculine, qui relègue la femme à un état inférieur, mais aussi un combat contre la domination du pouvoir en place, culturel. La notion de nos droits culturels, je pense, il y a une élite qui a démarré dans les années 60 au niveau du mouvement amazigh et qui a fait l'émergence de ce mouvement. Moi, j'ai démarré en France et j'ai démarré surtout avec les cabines de France, quand j'étais à Bordeaux et à Paris, mais aussi avec des petits groupes. Mais là aussi, l'absence totale de femmes. Maintenant, vous allez me dire, les femmes amazigh aussi, même au niveau des cadres, il n'y en a pas beaucoup. Parce que les femmes amazigh ont été à l'école très tard par rapport aux femmes arabo-andalouses, qui, elles, ont été à l'école du temps du colonialisme et tout de suite après l'indépendance. Quand je dis arabo-andalouse, c'est l'élite arabo-andalouse qui était le satellite de la monarchie et aussi l'allié des colons de l'époque. Et vous avez des femmes qui ont été à l'école très très tôt, dans les années 50, dans les années 60, mais c'est souvent des femmes de l'élite arabo-andalouse. L'élite berbère n'a été à l'école, les femmes je dis, hein, les hommes aussi ont été plus tard que les autres, mais les femmes berbères ont été très tard à l'école et en même temps ont poussé très tard vers les études supérieures. On s'est retrouvés en fait quand on était au début du mouvement amazigh, on s'est retrouvés vraiment, on pouvait nous compter sur les doigts, on était très peu. Aujourd'hui, heureusement, il y en a de plus en plus. Mais il m'arrive quand même d'aller dans des conférences, dans des assemblées, quelquefois, dans des régions, où je me retrouve la seule femme à faire une conférence avec des mecs, et la salle, aucune femme. Et ça m'a toujours dérangé. Et puis quand on arrive, les gens vous écoutent, etc. Vous finissez, on vous applaudit, puis on vient vous dire bravo, aïeuse, damrenes.
Aïeuse Tamernas. Je dis, bah, Aïeuse Tamernas, où est ta mère, où est ta soeur, c'est quoi Aïeuse Tamernas? Et là, ça m'a toujours choqué. Et ce que j'ai remarqué, c'est que si vous ne faites pas partie de cette région, on vous accepte. Oh, elle vient du sud, là. Elle n'est pas de chez nous. Si vous êtes quelqu'un de chez eux, alors là, je crois qu'ils vont moins vous accepter en tant que militante. Il y a tout ça qui joue aussi. Le fait aussi que dans le mouvement Amazir, cette question de la femme n'est pas très bien travaillée. C'est vrai qu'on a essayé en tant que mouvement pour une pensée émancipatrice. Pour nous, il n'y a pas de différence entre les sexes, ni du point de vue ontologique, ni du point de vue moral. Tout ça, c'est le blabla du mouvement Amazir. Je dis blabla. C'est bien, c'est de bonnes idées, mais au niveau de l'application, on ne voit pas ça. Hein. Il y a beaucoup de gens qui rappliquent sans leur femme, sans leur soeur, sans leur mère, sans etc., etc. Et par contre, il y a dans des villages où je suis allée faire des conférences, où il y avait des femmes avec leurs draps, et qui venaient, qui vous écoutaient, hein, parce qu'on parlait straight, ils venaient, qui vous écoutaient, qui parlaient, en même temps que vous, et qui s'adressaient à vous, pour vous dire, la ville, c'est pas toujours quelque chose qui peut sauver les femmes. Quelquefois, c'est le ghetto. Parce que où est-ce qu'on a vu le gab, où est-ce qu'on a vu le truc, le voile islamique? C'est sur en ville, c'est pas chez nous. C'est pas chez nous, enfin chez nous, on est partout, mais c'est pas dans les villages autochtones. Je voudrais aussi parler du fait que quand on dit nous sommes pour la laïcité, quand on parle de laïcité pour nous, en tant que mouvement Amazir, du Maroc du moins, pour nous c'est la seule issue, c'est la seule issue pour que la femme puisse libérer. Parce que pour nous, les droits de la femme doivent être considérés comme étant des droits humains, point à la ligne. Et en dehors de tout texte sacré, en dehors de toute religion. C'est la seule chose qui peut nous sauver. Vous allez me dire, c'est idéaliste. Oui, c'est idéaliste, mais nous tenons quand même le flambeau. Ça ne va pas être pour demain, ni peut-être dans 5 ans, ni peut-être dans 10 ans, mais le flambeau doit rester allumé jusqu'à ce que nous puissions arriver à construire une véritable société démocratique. Maintenant, quand je parlais de double domination, j'ai dit, quand je suis femme, quand je suis aussi Amazir, il y a double domination. Mais imaginez que je suis femme, je suis Amazir et je suis noire. Qu'est-ce que ça va donner? Et ça, il y a eu des cas comme ça, où la femme, non seulement vis-à-vis de l'homme, il y a un problème de dominance, vis-à-vis de sa culture amazir est bafouée, marginalisée, c'est l'arabo, c'est la langue arabe qui est la langue divine, c'est elle qui est la langue sacrée, c'est elle qui a toujours été consacrée dans l'officialisation. On s'est beaucoup battu pour avoir ce texte qu'il y a dans la Constitution, mais on n'est pas né de la dernière pluie. Hein. On sait très bien qu'on ne va pas nous mettre le tapis rouge. La bataille continue, on gagne une première guerre, une deuxième, une troisième, on continue. Et plus ça va, et plus le mouvement se renforce, et plus le mouvement comprend qu'il y a danger et que les subtilités juridiques, nous aussi, on peut trouver d'autres subtilités pour essayer d'avancer au maximum. Déjà, au niveau de la revendication du Tifina, c'est une bataille gagnée. Aujourd'hui, même les islamistes qui étaient contre nous écrivent en Tifina dans leur campagne électorale. Le ministre de la communication, qui est un gars islamiste, Pijidi, a fait la carte de la presse avec l'arabe et la mesure anti-Finar. Le ministre du supérieur, qui est aussi islamiste, a envoyé tout l'organigramme du ministère de l'enseignement du supérieur à l'Institut Amazir pour qu'ils lui traduisent tout, parce qu'ils vont tout mettre dans la fac, etc. Donc c'est des petites batailles qu'on gagne, et c'est comme ça qu'on arrive aussi à être tous dans des fronts différents. Il y en a qui travaillent de l'intérieur, il y en a qui font pression de l'extérieur, il y en a qui s'intègrent dans les partis politiques. Finalement, c'est l'option qu'a choisi le mouvement Amazir, parce que le mouvement Amazir, c'est quelque chose de très large. Vous avez des gens qui sont à l'intérieur des partis qui bossent, d'autres qui sont progressistes, qui préfèrent plutôt rester dans le mouvement et batailler, d'autres qui sont extrémistes. Hein. On n'a pas encore le groupe armé, hein, ça va peut-être venir. Je dis que c'est une évolution naturelle du mouvement identitaire. Chez les Kurdes, chez les Basques, etc. C'est peut-être que si ça va très mal, qu'on finira par nous aussi avoir un groupe qui est extrémiste, qui est dehors les Arabes, etc. On a déjà des jeunes qui parlent comme ça. Je ne dis pas que je cautionne, mais c'est naturel, c'est un mouvement identitaire, donc on va retrouver toutes les tendances là-dedans, et je pense que tout le monde travaille pour la même cause, mais différemment, et en choisissant des stratégies différentes. Alors maintenant, en ce qui concerne le noir, nous avons, en ce qui concerne les noirs marocains, nous avons
dans le sud beaucoup de villes et de villages qui sont des amazirs et qui sont de peau noire. Et il y a une association qui a été créée qui s'appelle l'Association Africa, créée par des noirs amazirs qui ont dénoncé cette discrimination. Pas de ministre noir, pas d'animateur à la télé noir, pas je sais pas, nulle part il y a des noirs. Hein. Les noirs, c'est juste bon à faire quand le roi passe. Et là, vous avez que des noirs. Un alignement de noirs en djellaba et un machin rouge sur la tête, et c'est là qu'on voit que des noirs. Hein. Mais il n'y a pas de noirs du tout visibles. Et nous, pour finir, hein, une anecdote ou pas, j'ai élaboré les manuels scolaires de la première année jusqu'à la 6e année. Nous avons fait du bon travail au niveau scientifique, mais maintenant au niveau du terrain, il y a encore beaucoup de choses à gagner. On a eu des pots de bananes, on a eu des obstacles, etc. On nous disait la seule langue c'est l'arabe, qui est officielle, etc. Maintenant, on va faire jouer autre chose. Maintenant, on va changer de stratégie, on va essayer d'appuyer. Alors, j'ai fait des manuels scolaires. Le premier qu'on a fait, nous avons fait très attention, parce que nous étions des gens issus du mouvement Nazir, donc nous avions fait attention à l'approche genre, nous avons fait attention, etc. Bien montrer l'image de la femme, parce que dans les livres d'arabe ou de français, il y avait des discriminations, il y a un petit garçon, alors dans l'ordinateur, une petite fille qui passe à la serpillière, vous avez des choses comme ça qu'on a retrouvées dans les livres de français d'arabe. Nous, on a fait très gaffe. Bon, puis après, on était tout contents d'entre Puis j'allais faire des formations un peu partout, dans les grandes villes, dans les petites villes de montagne et tout. J'arrive du côté de Ouarzazate, derrière Ouarzazate, et puis bon, on fait une formation, on dépose nos manuels. Le gars, il me dit, écoutez, est-ce que je peux dire quelque chose? On a dit quoi? Il nous a dit, nos gosses ne se retrouvent pas dans votre bouquin. Je lui ai dit, ah bon, il y a quelque chose qui ne va pas? Il m'a dit, il n'y a aucun noir dans votre livre. Et c'était des inspecteurs noirs, instituteurs noirs. Et là, voilà. On a eu la honte, on s'est dit, on a fait attention, mais finalement, on intériorise des choses quelquefois, et c'est très dangereux. Et en ce qui concerne les femmes, c'est pareil. Hein. Même si vous avez un homme en face de vous qui dit, moi je suis féministe, etc., il y a l'éducation qui est là derrière, il y a la culture patriarcale, il y a aussi le côté religieux discriminatoire, qui fait qu'on fait des choses, quelquefois, sans s'en apercevoir, naturellement comme ça. Bon, si on est un peu intelligent, on va dire, bon, basta, stop, qu'est-ce que tu es en train de faire? Hein, reviens en arrière. Hein. Quelquefois, même les femmes contribuent à ça. Vous avez des femmes qui disent, viens ma petite m'aider à la cuisine, et le garçon, il est là en train de jouer au Game Boy, au machin, il ne l'appelle pas. Elle intériorise. Mais il faut faire un harakiri sur soi-même. Il faut commencer par soi-même. Commencer par nous-mêmes, en tant qu'Amazir, parce que je crois que nous avions quand même des valeurs qui étaient des valeurs respectueuses, des valeurs universelles. Et aujourd'hui, nous sommes en train de reproduire ce qui se passe dans le monde, ils ont appelé le monde arabe, le monde musulman. Et là, je pense qu'il faut commencer par soi-même et aussi dans nos associations Amazir, essayer de faire en sorte quand même que quelqu'un m'a posé la question à Lille et m'a dit, on n'a pas beaucoup de femmes, comment faire pour les attirer? J'ai dit, fais-toi beau. Comment faire pour les attirer? Ah bon, et tout ça, on va appliquer. Non, il ne faut pas non plus. Il y a beaucoup de filles qui étaient dans les associations au Maroc qui ont fui. Elles ont passé 1 mois, 2 mois. Le comportement des Amazirs dans les associations ont fait fuir ces filles-là. Et quand tu viens lui dire, elle te dit, écoute, moi je viens, etc. Puis on les traitait comme d'abord on ne nous prend pas au sérieux, ou sinon, bon, ben, en sortant, on vous drague, un truc comme ça, c'est-à-dire, bon, celle qui va dans les associations et dans les partis politiques, elle n'a rien d'autre à faire. Elle est venue peut-être pour... Alors, quelquefois, on vous dit, c'est parce que c'est une vieille fille qui cherche à se marier, ou alors c'est parce qu'elle est masculine. C'est des choses qu'on retrouve en Europe. Hein. En Europe aussi, vous avez ça, dans les partis politiques de gauche. Hein. Moi, j'avais vécu ça quand j'étais jeune et que j'avais côtoyé les filles françaises avec qui j'étais dans le groupe de libération de femmes. Elles vivaient la même chose que nous. Bon, nous, c'est un degré... mais elles aussi, elles avaient des problèmes de ce style. Voilà, donc moi, c'est un petit coucou que je fais à mes frères en Azir. C'est pas méchant. Ce que j'ai dit, c'est un petit coucou que je fais à mes frères en Azir. C'est-à-dire, il faut qu'on essaye nous de donner l'exemple et puis arrêter de dire non, les Amazirs, on a toujours respecté les femmes. C'est faux. C'est faux.
Moi, je voudrais le voir, ça. Je voudrais aller voir. Quand on voit les femmes de montagne là, avec les machins sur le dos, c'est ça le respect. Quand les bonnes femmes, elles travaillent plus à la maison, elles sont chez les animaux, etc. Et que le type, il est là sous l'arbre en train de prendre le thé et joue aux cartes avec l'autre. Le Lika, dans le haut de la classe. C'est ça, nous les Amazirs, on respecte les femmes. Qu'on arrête de dire des choses qui sont fausses, hein, qu'on nous dit on a eu des rêves. Kaina, c'est une exception, c'est pour ça que tout le monde en parle. C'est une exception. C'est parce que son père n'avait pas de garçon, tout simplement. Et c'est elle qui a pris le rôle du garçon. Et en même temps, parce que c'était une maîtresse femme, que c'était une exception, tout simplement. C'est pour ça qu'elle a fait peur aux Arabes. Hein, quand ils ont vu appliquer une nana à cheval avec la chevelure jusque-là, etc., ils se sont dit c'est une sorcière. Ils l'ont appelée Kaina. Ben, ça s'appelle Dia, en fait. Voilà. Tellement. Merci Marianne pour cette intervention, cette analyse très pertinente de la situation de la femme au Maroc. Alors nous avons avec nous également une deuxième intervenante qui, elle, est plutôt issue de l'immigration. Elle va nous présenter la situation de la femme dans la politique et la diversité en France. Jemma Oubla, qui est née en 1960 à Tardroust, région Erbil, province de Taloudant. Elle est arrivée en France en 1967, donc elle est arrivée à l'âge de 7 ans, elle a vécu dans le Nord et en région parisienne. Sa passion pour l'entraide envers son prochain l'a amenée à faire un métier qui est technicienne d'intervention au SAMU social de Paris. Elle a également été bénévole dans les restaurants du cœur, dans le milieu associatif où elle a une grande expérience de la promotion de la culture et de l'humanitaire. Elle a été coordinatrice déléguée au parrainage des enfants à Tiwizin Souda avec Aïcha Benjeloun, à l'association ASEIS, où elle a fait la promotion de la musique artistique, notamment en soutenant son mari, qui n'est autre que l'artiste Hassan El Bassaïd. Et elle a activement contribué au présidentiel, à la campagne du Ségolène Royal en 2007, où elle a été militante politique, déléguée à la formation des militants du PS d'Argenteuil. Elle se définit comme Marianne de la diversité, donc elle va nous parler de ce domaine-là plus particulièrement. Jemaoula. Bonjour, salam alaikum. Dans le reportage, on a vu une femme qui a dit Geralbias Gertabrat. En gros, je suis un homme et une femme en même temps. C'est toute la définition de la femme d'aujourd'hui. Elle travaille, elle a des enfants. Quand elle rentre de son travail, elle continue de travailler à la maison. Et pour rebondir sur ce que disait mon amie Myriam, je voudrais lui dire que les problèmes, à une proportion un peu moindre ici en Europe et en France, existent aussi pour les femmes en politique. Il ne faut pas oublier que les femmes ne votent en France que depuis un décret du 21 avril 1944. Donc politiquement, elles n'existent que depuis cette époque-là. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu... je voudrais bien avoir un petit peu de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Aujourd'hui, quand on regarde le paysage audiovisuel politique français, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun député ni sénateur élu dans la diversité, parce que moi j'ai une tare, je suis berbère, immigrée, issue de la diversité. En gros, je suis une minorité visible. J'ai milité en politique, j'ai milité dans les associations berbères pour faire promouvoir ma culture amazigh, marocaine. J'ai rencontré beaucoup d'amis kabyles qui, eux, font un travail exceptionnel de ce côté-là. Mais comme le soulevait Myriam, chez nous, les Marocains amazigh, le militantisme est exclusivement masculin. Pendant 10 ans, j'ai fait le tour de tout ce qui se faisait au niveau associatif berbère marocain. Et j'ai arrêté quand mon ami qui est à ma droite, Aïcha, était confronté à une discrimination, je vais le citer, au sein de Tamaïnout,
France. C'est dommage qu'aucun de leurs représentants ne soit là, parce que c'est une fille qui milite depuis très très longtemps, qui fait énormément de travail, qui coordonne beaucoup de choses, mais quand il s'agit de la mettre en avant, elle n'existe plus. Pourquoi? Je ne sais pas. J'aurais aimé leur poser la question. Bref, pour en revenir à la politique ici, alors on s'aperçoit que il n'y a aucun élu de la diversité dans aucune ville, aucun domaine politique, local, législatif, alors que dans les grandes écoles, il y a 15%, tels que Polytechnique, qui font de grandes études, Sciences Po, et dans tous les corps civils, on retrouve des membres issus de la diversité, hommes ou femmes, je parle. Pas dans les instances représentatives. Or, moi je fais partie, on va dire, de la 3e génération d'immigrés. On est relégué au rôle de figuration dans les conseils municipaux, comme ça a été mon cas. En gros, on est une couleur dans l'affiche, parce qu'en ce moment c'est très à la mode, c'est la diversité. On a eu un exemple avec notre président sortant, à travers des femmes comme Rachida Dati, comme d'autres, qu'on a gardé un petit peu, histoire de dire voilà, moi je suis différent, je fais autrement. Par contre, moi j'ai fait la campagne de Ségolène Royal. C'est le premier pas que j'ai fait en politique en tant qu'engagée. J'ai pris la carte du parti parce que je me suis dit, oula, c'est génial, un pays qui est aussi vieux que la France, qui est aussi conservateur, choisit une femme pour aller à la présidence suprême, la présidence du pays. Oula, il faut que je sois dans ce mouvement parce que c'est du changement, c'est nouveau, ça va loin. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans la campagne, j'ai rencontré une femme exceptionnelle, une femme qui malheureusement a été beaucoup dénigrée, non pas par les gens de la droite ou des autres partis, mais par ceux qu'elle dénonçait, c'est-à-dire ce que j'ai appelé les éléphants du PS. Parce que le Parti socialiste est un des partis les plus vieux, avec des mastodontes piliers qui sont accrochés à leur chair, on va dire, à leur siège. Et quand ils ont entendu une femme dire « je vais ouvrir les portes et les fenêtres du parti parce qu'il est temps que ça change, il est temps qu'on fasse de la démocratie participative », j'ai été en admiration devant elle. On n'était pas beaucoup. Parce que les éléphants, M. Jospin, M. Fabius, tous ceux qui restent ancrés dans leur pouvoir et dans leur hégémonie, on va dire, n'ont pas voulu l'entendre. Et en conséquence, elle a perdu les élections grâce à ses compatriotes de partis politiques. J'ai été élue à la mairie d'Argenteuil au sein de la section socialiste d'Argenteuil. J'ai combattu et milité bien après les élections de 2007. Et lorsqu'on a réussi à changer de bord à la mairie et mettre un maire de gauche, je n'étais plus très utile. Donc on m'a fait comprendre que mes idées étaient un peu trop proches des idées de Ségolène Royal, que j'étais plus d'actualité, et en plus que j'étais un petit peu diversitaire, et que c'était beaucoup trop pour la mairie. Donc j'ai rendu ma carte du parti, mais je n'ai pas arrêté de militer pour autant. Aujourd'hui, je recherche un parti qui soit diversitaire, qui soit républicain, qui soit démocrate, et qui reconnaisse toutes les diversités qui composent ce pays qu'est la France. Je suis arrivée en novembre 1967 dans ce pays, dans le nord de la France, dans une ville qui s'appelle Wally, où il n'y avait pas un seul étranger. Je parlais berbère, je parlais aucune autre langue. Je suis allée à l'école et je parlais berbère à l'école. Et j'ai appris cette belle langue qu'est le français. J'ai appris cette belle langue qu'est le français, et les premiers mots qu'on m'a appris, c'est liberté, égalité, fraternité. On est en 2012, à l'aube du 3e millénaire, et je ne sais pas pour vous, mais liberté, qu'est-ce qui reste des libertés après 5 ans de gouvernement sarkozyste? Eh bien, je me le demande encore, on n'a plus de liberté. Le permis à points, vous faites flasher parce que vous êtes à 2 km/h de plus, vous travaillez avec votre voiture, vous perdez votre permis. On est en train de reléguer toutes les libertés qu'on avait en essayant de nous infantiliser et puis de nous dire comment il faut vivre. La femme n'existe pas, la femme n'a aucun droit dans ce pays, malgré tout ce qu'on a essayé d'avancer. L'égalité, alors moi je m'appelle Gemma.
bon, c'est bien, c'est joli, on prend souvent pour une espagnole, portugaise ou je ne sais pas, ah, t'es de quelle origine? Parce que j'y ai encore droit ça, t'es de quelle origine? Ben, je suis française. Oui, mais t'es de quelle origine? Bah, je suis française. Bon, tu viens d'où? Bah, je viens du Maroc. Ah, d'accord, ok. Je suis allée à l'école de la République, c'est pas grave. Je vote, c'est pas grave. Je paye des impôts, c'est pas grave. Je travaille, c'est pas grave. Je suis de quelle origine? Je me dis, c'est pas grave, je suis de la 3e génération. Et mon fils, il a 20 ans aujourd'hui, il a voté pour la première fois aux primaires socialistes. Il me dit, mais je m'appelle Mehdi. Mehdi, maman, on me demande de quelle origine je suis. Je dis, bah, tu leur réponds que tu es né à Aubergenville dans le 78 et que tu es français. Bah oui, mais on me demande de quelle origine. Bah oui, mais il faut qu'on te demande de quelle origine sont tes arrière-grands-parents. Donc, quand on me dit égalité, bah non, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas d'égalité dans ce pays. Fraternité, alors comment? Moi, je m'appelle Gemma. Je suis égale avec Isabelle, avec Laetitia, avec... Waouh, on est bipède, on est humain, on est... Finalement, il n'y a pas de quelle origine je suis, de quelle race. Ce mot, je le déteste. Parce que c'est soit on est de race végétale, soit animale, soit humaine. Moi, je suis de race humaine, donc Isabelle, Laetitia, Virginie, tout ça, on est de la même race. Demandez-moi, aujourd'hui c'est très à la mode, de quelle civilisation je suis? Ben, je suis d'une civilisation berbère. Qu'est-ce que c'est? Ben, les berbères, c'est pas des arabes. Ah bon? Un jour au travail, il y a quelqu'un qui a dit mon Dieu, c'est du travail d'arabe ça. Et aussitôt, je suis désolée, j'ai mal, je ne le prends pas mal. Ben non, je ne suis pas concernée. Ah bon, pourquoi? Parce que je ne suis pas arabe. Ah bon? Mais tu es marocaine. Ah oui, mais quand tu regardes ta géographie, mon grand, le Maghreb, c'est pas le Moyen-Orient. Donc, il faut vous dire que j'ai un BTS tourisme et que j'ai aimé travailler pendant plus de 20 ans dans le tourisme. Donc, je suis bien placée pour expliquer la géographie. Bah, tu prends le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, et on a été colonisés, mais nous, ça dure encore. Donc, ah, bah, le berbère, c'est quoi? Bah, c'est un peu le breton qui aurait été colonisé par les Français, sauf qu'il est tout petit et qu'il ne peut pas revendiquer. Ah, d'accord. Donc, pendant 20 ans, j'ai milité au travers des différentes entreprises où j'ai travaillé, américaines, françaises, pour expliquer ce qu'était le berbère. Ma fierté aujourd'hui, c'est de voir que tous ces gens-là se parlent entre eux. Oui, effectivement, j'ai mal les berbères. Ah, tu connais pas les berbères? Ils sont tout fiers de répéter mon discours. Donc pour moi, c'est déjà un gain. Myriam nous parlait de la condition de la femme dans les montagnes. Ben, moi, il y a des femmes dans les montagnes, ici en France, dans des villages, qui n'ont pas accès à l'éducation comme elles devraient. Elles sont françaises, pas de souche, mais d'origine. Parce que je m'aperçois au fur et à mesure que dans ce pays, comme elle disait, les traditions tuent l'ambition. Donc, quand on est une fille, on est né en France, on a des parents, elle parlait de religion. La religion aujourd'hui est en train de tuer les femmes dans ce pays. Quand je vais au Maroc, je sens que les femmes sont beaucoup plus libres de ce côté-là, dans les villages, que dans certaines cités. Je parle de Mantes-la-Jolie, de Val-Fouré, où vivent mes parents. On voit de plus en plus de femmes voilées, on voit de plus en plus de femmes soumises. Et c'est vrai que le combat, Myriam, est le même, puisque tu as dû t'en rendre compte, tu as fait pas mal d'interventions ici en France. Je suis très contente de voir l'Assemblée aujourd'hui, ça me fait penser à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il y a quoi? 4 femmes, hein. Le reste c'est des hommes. Donc on est assez représentatif du paysage audiovisuel politique français. Il y a, d'accord, il y a combien de femmes issues de la diversité? On a des femmes issues de la diversité ici. Isabelle, je suis désolée pour toi, c'est l'inverse aujourd'hui. Mon amie Isabelle représente la France aujourd'hui. Eh bien, c'est la même chose, figure-toi, dans les instances politiques. On a été raillés, on a été diminués, on a été pas pris au sérieux. Mais c'est pas grave parce que moi, si je me bats aujourd'hui, c'est pour l'avenir de mes enfants et de mes petits-enfants. La double culture, c'est la richesse, c'est ce que tu as à dire. Je l'ai dit à François Hollande, qui aujourd'hui est là où il en est.
Je suis très contente pour lui. Je ne suis pas sûre qu'il fera mieux que ce qu'aurait fait Ségolène si elle avait été là. Mais j'ai eu un long entretien avec lui, parce qu'il a évidemment voulu que je fasse la campagne avec autant de foot que je l'avais faite pour Ségolène, et il n'a pas compris pourquoi je n'avais pas adhéré. J'ai pas adhéré tout simplement parce que le jour où il était à la tête du Parti Socialiste, il n'a rien fait pour défendre Ségolène Royal, qui non seulement était celle qui avait été élue par nous-mêmes, tous les militants, pour nous représenter aux élections présidentielles, mais c'était son compagnon à l'époque. Donc j'ai pas compris, et quand il me dit oui mais Gemma tu comprends, ça c'est la vie privée, aujourd'hui il faut que la gauche elle gagne, je lui donne l'exemple d'Argenteuil, où on a viré l'UMP pour mettre un maire de gauche, et ce maire de gauche aujourd'hui fait pire que si on avait gardé le maire UMP. Donc je suis désolée, je ne peux pas cautionner ça, et je continue à militer en tant que militante politique libre. Je vais dans tous les colloques, que ce soit UMP, que ce soit PS, que ce soit les divers gauches. Mélenchon a un discours assez attractif. J'ai discuté un petit peu avec le personnage. C'est quelqu'un de profondément humain. Je suis très contente qu'il soit à 10% aujourd'hui. Je vais voir ce qu'il va me proposer pour voir si éventuellement, à travers la continuité après les présidentielles, on peut avoir un dialogue. Et je mesure surtout combien de femmes il va avoir autour de lui. C'est à travers le nombre de femmes que je jauge un militant politique. Et j'espère sincèrement qu'on y arrivera, et je ne lâcherai pas l'affaire, parce que j'aimerais qu'il y ait beaucoup de femmes issues de la diversité qui se joignent à nous. Mais comme elle disait, je ne sais pas pourquoi elles n'osent pas venir nous rejoindre dans les associations. Je ne sais pas pourquoi elles ne veulent pas se mettre en avant. Peut-être y a-t-il trop d'hommes, peut-être y a-t-il trop de préjugés. Moi, je suis une autodidacte de la politique, parce que je la vis à travers tout ce qu'on peut vivre. Vous tous, vous savez comment on peut vivre quand on est confronté à une administration, ici en France. Quand on est issu de la diversité, c'est un double combat. Donc je continuerai en tant que citoyenne, libre, démocrate, républicaine, avec ma culture amazigh que je n'hésite jamais. Ségolène Royal connaît tout ce qu'il y a à connaître sur les berbères marocains. Et je suis très fière qu'elle puisse faire la différence au jour d'aujourd'hui entre les amazirs et les autres marocains. Voilà, merci.